vraiment comme un partenaire. Alors, j'étais en voyage en Afrique, plusieurs pays, Cameroun par exemple. Lorsque j'étais à Cameroun, je suis étonné que les Camerounais consomment yaourt français. J'ai demandé pourquoi. Parce qu'il dit, nous n'avons pas de chaîne de production de yaourt. Lorsque j'étais au Mali, on m'a expliqué que le premier route, c'était construit par les Chinois. Alors, mais à quel prix? Une route construite par des Chinois. Avec qui? Avec des Maliens ou avec des Chinois? Je vais vous expliquer. À quel salaire? Voilà, je vais vous expliquer. C'est vrai, la Chine a besoin de matières premières africaines, mais la Chine, le plus important pour la Chine, c'est peut-être les circonstances internationales, comme notre nouveau président Xi Jinping avait dit, que l'importance des relations entre la Chine et l'Afrique augmente. Pourquoi? Parce que la Chine était contrainte de tourner vers l'Afrique. Vous voyez, quand la Chine veut développer ses relations économiques avec ses pays voisins asiatiques, il y a toujours un obstacle, un pays derrière, oui, mais c'est les États-Unis. Sur le partenariat d'égal à égal, est-ce que vous estimez que c'est un partenariat, excusez-moi de revenir sur ma question, que c'est un partenariat d'égal à égal? Oui, je suis en train d'expliquer. Quand la Chine prenne l'Afrique, pas pour une réserve de ressources naturelles, ni un marché, mais un partenaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? J'ai rencontré beaucoup de stratèges chinois qui m'ont expliqué que, en fait, l'importance de l'Afrique pour la Chine, c'est que la Chine peut exporter son processus du développement. C'est-à-dire, il faut aider l'Afrique à se développer, à s'industrialiser. Et vous estimez que la Chine le fait, donc? Oui, voilà. Francis Patindé, vous aussi, vous l'estimez? La Chine fait deux choses. La Chine fait deux choses. Premièrement, pour qu'un continent peut se développer, il faut avoir une infrastructure. C'est la Chine qui est en train d'aider. Deuxièmement, il faut former les gens pour que les gens puissent commencer à mener leur développement à leur propre. Alors on a bien compris, ça c'est vrai, mais Francis Patindé, moi je voudrais avoir, excusez-moi, vous défendez bien le point de vue chinois en expliquant que vous apportez des infrastructures, etc. et que ça ne se fait pas. La Chine a formé, par exemple, forme des gens à mais quand on va en Chine, quand on va en Afrique, pardonnez-moi pour les quelques voyages que j'ai faits, à chaque fois que je vois des chantiers, je vois des Chinois sur les chantiers chinois. Alors est-ce que vous estimez, Francis Patindé, que c'est un partenariat d'égal à égal? Est-ce qu'on peut le dire? D'abord, moi je ne crois pas au partenariat d'égal à égal. Les relations commerciales, politiques, économiques sont des rapports de force, quel que soit l'interlocuteur. Donc, on a connu avec les Occidentaux, les Français, les Anglais et les autres, c'était des rapports de force. L'Afrique est actuellement en train de changer, a carrément changé de clientèle. C'est-à-dire qu'elle a maintenant la Chine comme cliente, comme demain, elle aura les propres Africains comme clients. Il faut l'espérer. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même, à moins de réduire l'Afrique à peu de choses, il y a quand même des dirigeants qui sont sérieux, qui savent négocier. Il y a des syndicats, et donc c'est des gens, on ne me fera pas croire qu'un Éthiopien, un dirigeant éthiopien, un dirigeant angolais, un dirigeant sud-africain ou nigérien ne sait pas négocier. C'est vrai qu'il y a des maillons faibles face à la Chine. Mais là, vous parlez de pays, vous parlez notamment par exemple de l'Angola, oui. Et l'Angola par exemple a décidé de multiplier un peu ses fournisseurs, de ne pas avoir que la Chine, mais aussi d'avoir le Brésil, d'avoir l'Inde, oui. Donc ils sont plutôt avisés là en l'occurrence les Angolais. Alors prenons peut-être des pays autres que l'Angola ou que le Nigeria, mais oui, parce que ça, c'est peut-être pas représentatif de ce qu'est entièrement le continent. En fait, depuis un certain nombre d'années. C'est le deuxième point que je voulais développer. Moi, je me souviens qu'en 2009, au moment du prêt de la RDC à la RDC par la Chine, c'était 5 milliards de dollars. À l'époque, c'était énorme. Tout le monde en parlait. En l'occurrence, le FMI, dirigé par Dominique Strauss-Kahn à l'époque, on avait fait tout un pataquesque de ce prêt donc chinois à la RDC de 5 milliards, parce que justement, c'était aux conditions des Chinois, et en échange, c'était l'accès aux mines. Et le côté conditions unilatérales posées par la Chine avait posé un vrai problème au FMI et même à Kabila à l'époque. Donc au final, ils ont réussi à garder un statut favorisé auprès du FMI, malgré tout la RDC, tout en récupérant ce prêt. Mais à l'époque, effectivement, on était dans un rapport de force plutôt très favorable à la Chine. Aujourd'hui, on a l'impression effectivement que les Africains ont commencé à comprendre et négocient probablement mieux, y compris d'ailleurs avec les Européens, de manière générale. Et donc, ils ont un petit peu appris, ils ont eu cette expérience de la Chine. Et d'ailleurs, la Chine s'en rend compte également, puisqu'elle aussi essaye de changer d'image, participe à des forums. Moi aussi, j'étais à un forum il y a 6 mois à Libreville, où effectivement, il y avait beaucoup de Chinois qui communiquent, qui essayent de parler le français quand ils sont justement dans des pays africains francophones, pour dire non, écoutez, nous, on est là aussi pour faire du business fair play, c'est-à-dire d'égal à égal. 3 choses très courtes.
la part de marché de la Chine, c'est le premier peut-être partenaire, mais la part de marché de la Chine ne dépasse pas 12-15%. Donc il y a tous les autres. Et quand je dis il y a tous les autres, il y a tous les autres. C'est-à-dire la particularité de l'Afrique, c'est que justement c'est un terrain gigantesque aujourd'hui, non pas d'affrontement, mais en tout cas d'intérêt du monde. L'Inde est là et l'Inde est troisième partenaire. Et on ne dit pas colonisation 2. Ce qui est vrai, c'est que la façon dont la Chine travailler, c'est une façon, excusez-moi, sans être vulgaire, mais qui est assez chinoise, c'est-à-dire un mode de planification, des rapports de force, etc. Et ce qu'on voit, c'est le deuxième élément que je voulais dire, c'est en train de changer. Mais ce n'est pas parce que la Chine est colonialiste ou néocolonialiste, c'est parce que l'Afrique a appris à travailler progressivement et s'est rendu compte que, par exemple, des logements qui ont été construits, comme on en parle, mais c'est pas faux, dans des endroits ridicules où ils ne sont pas habités. Bon, tout ça, ça va coûter cher à l'Afrique parce qu'elle a échangé des matières premières contre des investissements qui n'étaient pas utiles. Ce qui a changé, c'est que... Sur les marchés également, tous ces produits chinois qu'on voit aujourd'hui, sur les marchés qui concurrencent aussi les petits commerçants, voilà, est-ce que ça ne handicape pas? Est-ce que ça va pas être un problème là, pour le continent? C'est vrai que la Chine apporte quelque chose de très positif à l'Afrique, le réveil de l'Afrique. Quand le gouverneur de la Banque centrale nigérienne intervient sur la Chine, c'est pas pour critiquer la Chine colonialiste, c'est pour dire aux Africains, dites-moi les amis, si vous ne comprenez pas qu'il faut travailler autrement avec la Chine, alors vous allez créer une relation coloniale. L'importation du Made in China, c'est une révolution pour l'Afrique. Il faut comprendre que s'il y a 700 millions de téléphones mobiles, ils viennent de Chine, j'y peux rien, c'est un fait. C'est à la portée des gens. Deuxièmement, donc c'est une bonne chose que ces produits chinois inondent le continent africain. Oui, c'est une bonne chose. Déclic. C'est ce qu'on appelle, chez un grand économiste qui s'appelle Hirschman, la croissance tirée par l'importation. Le fait que du Made in China arrive à donner au continent africain un appétit de consommation, parce qu'avant, les usines africaines, c'était souvent des Blancs, des Occidentaux qui produisaient à des prix très élevés. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les coûts en Chine commencent à monter. La Chine est obligée d'ouvrir des usines. L'Inde ouvre des usines. Et je crois, sans dire que ce que fait la Chine c'est bien, on s'en moque, savoir si c'est bien. Ce déclic va provoquer une industrialisation du continent africain. J'en suis sûr. L'Afrique est dans la mondialisation aujourd'hui. C'est vrai que le réveil africain dont vous parlez, tous les économistes en parlent, y compris en France. C'est du 6% de croissance, en taux de croissance moyen, évidemment. Il y a les pays sont très contrastés, il y a une très forte disparité. Mais enfin, aujourd'hui, l'Afrique est émergente, l'Afrique est dans la mondialisation. Comme vous l'avez dit, il y a des produits chinois, il y a des produits du monde entier. Vous avez un milliardaire comme Mo Ibrahim qui a fait sa fortune. Il n'y a pas un seul de vous qui critique quand même donc, la... Mais je pense qu'elle a déstructuré, en revanche, ce que vous disiez, Vanessa, c'est vrai, elle a déstructuré le commerce local. L'arrivée de ces produits chinois ont fait qu'effectivement... quand même, c'était exactement le début de ça. Parce que j'entends, vous trouvez ça tous formidables, l'arrivée de la Chine. Moi, je lis plein d'articles où il y a des gens qui sont extrêmement critiques en disant, oh là là, attention, oui, ça a des côtés positifs, mais aussi attention, en effet, à l'industrie locale, que ça ne participe pas aussi à l'industrialisation du continent. Absolument pas d'angélisme en la matière. Oui, voilà, pas d'angélisme. C'est la des Chinois, parce que c'est vrai que ça déstructure les petits commerces. Il y a même les vendeurs de beignets qu'on connaît au Cameroun. Bon, il y a tout ça. Il y a les vendeuses de légumes en Côte d'Ivoire, par exemple. C'est vrai tout ça, mais le fait de mettre à la portée d'une grande partie d'Africains des téléphones, meilleur marché, vous savez, il n'y a pas de complexe à avoir en la matière. Et regardez l'iPhone. L'iPhone est conçu, c'est écrit derrière. L'iPhone, l'iPad, c'est conçu en Californie et fabriqué en Chine. C'est-à-dire, le problème, c'est que les grandes sociétés occidentales, enfin américaines ou françaises, par exemple, européennes, commercent avec la Chine. Donc, il n'y a pas de raison que l'Afrique elle-même ne se jette pas là-dedans. Et elle a les hommes qu'il faut, elle a les moyens de contrôler ça. Il n'y a pas besoin de quelqu'un d'autre comme intermédiaire entre la Chine et l'Afrique. C'est exactement le même processus, le moment où la Chine a commencé à se développer. C'est exactement la même. À l'époque, je me rappelle que les produits occidentaux viennent inonder la Chine aussi. À l'époque, la Chine n'arrive pas à produire ni réfrigérateur, ni voiture. Mais c'est avec cette concurrence que la Chine se développe. Et maintenant, c'est la même chose. Quand la Chine délocalise ses industries manufacturières, par exemple en Afrique, les Africains demandent le transfert de technologie, exactement comme la Chine avait demandé
aux Européens. Ils deviennent de plus en plus exigeants. Ouais, voilà. Et il y a D'accord, c'est une ce que vous classe disiez. moyenne en Afrique très forte. Stéphanie, Antoine, comparé à la Chine, quel est le niveau des relations commerciales entre le continent africain et la Chine, le continent africain et l'Europe aujourd'hui? Alors bon, il y a une sorte de partenariat stratégique qui s'est mis en place entre l'Union européenne et l'Afrique. Alors qu'est-ce que ça donne, franchement? Disons que là, je dirais que la Chine a plutôt eu un effet positif. Il y a une sorte de réveil du côté des Européens, et des Américains, n'en parlons pas, parce que les Chinois, eh bien, ça fait 10 ans qu'ils s'intéressent à la Chine, et puis ça fait quelques années que tout d'un coup, les Européens se sont rendus compte qu'ils perdaient pied en Afrique, et qu'ils avaient abandonné un petit peu l'Afrique. L'Afrique, c'est la porte d'à côté, on l'a oublié, et puis les Chinois arrivent, on dit attention. Alors maintenant, vous avez un certain nombre de financiers, en l'occurrence, parce qu'il y a une espèce d'explosion des services d'une manière générale en Afrique, dans cette Afrique qu'on appelle maintenant la dernière frontière de la mondialisation, avec un certain nombre de financiers français, européens, qui commencent à parier sur un certain nombre de pays d'Afrique, d'ailleurs qui font ça de manière on parie plus sur un seul pays d'Afrique, mais sur plusieurs pays d'Afrique. Donc on essaie de faire en sorte que les risques ne soient pas trop importants, on ne vise pas juste un seul pays. En revanche, il y a vraiment un certain nombre d'investisseurs qui parient sur un certain nombre de pays ensemble et qui investissent dans la téléphonie, dans les infrastructures, dans l'énergie, qui restent vraiment des secteurs en plein boom en Afrique. Donc il y a un regain d'intérêt de la part. Alors, Jean-Joseph Boileau, très rapidement, je voudrais vous donner la parole. Quand même, ça ne sera pas tout seul. Parce que la Chine, elle a importé massivement, mais elle a mis en place une politique commerciale, une politique industrielle. Donc la balle est dans le camp de l'Afrique. Oui. Est-ce que l'Afrique va mettre en place une politique commerciale? Et là, la balle aussi est dans le camp des Chinois. Est-ce que les Chinois vont accepter? J'aime pas les Chinois. Est-ce que le gouvernement chinois va... Oui, sinon c'est du racisme, hein. Est-ce que le gouvernement chinois va accepter ce que l'Afrique est en train de lui demander, c'est-à-dire level playing field, c'est-à-dire de la transparence dans les accords commerciaux, c'est-à-dire que beaucoup de produits chinois qui sont importés du Made in China sont en totale illégalité. C'est du smuggling. J'estime que 50% des produits chinois Made in China sont aujourd'hui, ne payent pas de droits de douane du tout. Donc est-ce que la Chine va accepter là-dessus? Et c'est pour ça que c'est intéressant. La Chine, peut-être reste un pays en développement, c'est possible. En tout cas, elle devient mature. Et dans ce défi africain, elle va être confrontée à ce devoir de transparence. Je trouve ça très intéressant, personnellement. Oui, je crois que un mot, Zengwalin, et un mot pour Francis Patinde. Vous avez tout à fait raison, mais je voudrais changer un peu. C'est que l'Europe n'a pas à avoir peur de la Chine pour concurrencer en Afrique. Au contraire, l'Europe, Chine, Afrique peut coopérer. Parce que l'Europe s'implante depuis longtemps en Afrique. Il y a un certain pays qui parle déjà la langue française ou anglais. Et surtout, géographie, l'Afrique est proche de l'Europe. Ouais. Je crois qu'il faut trouver tout simplement le moyen, la façon de coopérer. Moi, j'ai peur des partenariats à trois, parce que je ne vois pas ce que l'Europe viendra faire dans les relations entre la Chine et l'Afrique, comme je ne vois pas ce que la Chine viendrait faire dans les relations entre l'Afrique et l'Europe. Est-ce que l'Europe a encore sa place sur le continent africain? Absolument. Vous savez, c'est le seul continent encore au monde où on parle, où vous avez la présence française, anglaise, où on parle ces langues, portugaises, et espagnol, et vous savez, même le grec dans certaines régions du Cameroun, et vous parlez même l'allemand en Namibie. Les Espagnols retournent justement en Afrique. Vous savez, c'est le seul continent, il n'y en a pas deux, où la culture européenne est vraiment imprégnée, elle est présente. Donc il n'y a pas de crainte de ce niveau, à ce niveau. Voilà, il n'y a pas de crainte, si je vous ai bien entendu, en tout cas, durant ce débat, de se faire croquer. À la condition qu'on relève le défi. Hein, il ne faut pas se retrancher derrière « Oh, la Chine néocoloniale, etc. Voilà. Il y a un défi à nous de relever. Voilà, mais on va le relever. Si j'ai bien compris, nous n'allons pas nous faire croquer, ce ne sera pas demain en tout cas qu'on se fera croquer par les puissances émergentes. En tout cas, merci à tous les quatre d'avoir participé à ce débat. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain, 19h10, pour un nouveau débat sur France 24. Très belle soirée.